pour nous dire un mot, partager avec nous ce qu'il souhaite faire, pour que nous soyons plus éclairés peut-être sur les œuvres qu'il met à notre côté et que nous avons un devoir de lire. Pour certains d'entre nous, nous avons déjà lu. L'éclairage de l'auteur est toujours le bienvenu. Vous avez la parole, chers collègues. Et coopération au développement, chers collègues dans la salle et chers collègues sur le panel, chers invités, chers étudiants et stagiaires diplomatiques, particulièrement chers étudiants qui m'ont accompagné dans l'organisation de cette cérémonie. Certains sont dehors, certains dans la salle, et puisque lui aussi, il a plus qu'un master de là où il est. Donc, il est de passage, il a voulu assister pour la première fois et connaître l'école où son père enseigne depuis 20 ans. Ce qu'ils avaient à dire sur mes livres, et je tiens à les féliciter pour la profondeur de leurs analyses qui m'ont fait découvrir des analyses. Voilà. Cela étant dit, permettez-moi de commencer mon propos en remerciant sincèrement M. le directeur de l'ELIC d'avoir pris sur lui son temps pour assister à cette séance de dédicace de mes 3 ouvrages parus ces derniers mois et qui, pour des raisons évidentes, n'ont pas pu être présentés au public élyséen. Je voudrais aussi remercier M. le vice-recteur, notre chef de département, professeur Jean-Emmanuel Ponty, qui a bien voulu me donner l'occasion d'inaugurer cette série de présentations des ouvrages des collègues dans le cadre de l'animation de la vie scientifique de notre département. En plus d'avoir encouragé cette activité et de l'avoir fait financer par le département en grande partie, il s'est proposé de faire lui-même, comme vous l'avez vu, une note de lecture sur l'ouvrage d'Edem Kodjo, un Africain entre 2 siècles, dont il est par ailleurs le préfacier. Merci enfin à mes 2 jeunes collègues du département, le professeur Mandjem et Bacho, jeunes certes en âge, mais mes aînés académiques dans le grade, et le surcroît agrégé de sciences politiques, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ils se sont spontanément proposés pour faire une note de lecture sur les 2 autres ouvrages présentés ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je viens de découvrir en même temps que vous l'aspect de mon travail auquel je n'avais pas pensé. Ceci me permettra certainement d'ajouter de nouveaux éléments lors de la réédition de cet ouvrage bien pensé. En effet, au lendemain de mon départ en 2018 de mon dernier poste que j'ai occupé comme haut fonctionnaire en qualité de secrétaire général du Conseil économique et social, je me suis rendu compte qu'au cours des 20 dernières années, j'avais privilégié mon travail de haut fonctionnaire au détriment de celui d'enseignant-chercheur. Surtout celui de chercheur, car je n'avais jamais abandonné mes fonctions d'enseignant pendant les 20 années que j'ai données à la haute fonction publique. Je me suis donc rappelé qu'une des richesses héritées de mes parents et de mon environnement familial est la somme de livres que j'ai lus et relus. Et qu'il fallait bien que je me sente, que je me mette aussi à écrire et à laisser quelque chose de précieux à la postérité. Au-delà du partage, au travers de nombreux cours que je fais ici ou ailleurs, il s'agissait pour moi de toucher le plus grand nombre par des publications sur des sujets d'une certaine actualité et en rapport avec mon champ de recherche scientifique. Ne dit-on pas que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mes ouvrages sont donc le fruit de ces réflexions et de mon parcours ancré dans le domaine des relations internationales et de la politique internationale. C'est donc dans le champ des relations internationales, de l'étude internationale, que s'inscrivent les travaux que je présente ici aujourd'hui. Chacun de ces ouvrages aborde une thématique particulière. Le premier, Afro-pessimisme, un alibi français pour l'interrogation, s'inscrit dans le domaine des idées et des idéologies. C'est une réflexion sur l'influence qu'elles ont sur la marche des peuples et des nations, en l'occurrence, savoir ce que l'afro-pessimisme a eu comme influence sur ce que l'on a appelé en Afrique le développement. Le deuxième ouvrage, intitulé Edem Kodjo, un Africain entre 2 siècles, est un ouvrage collectif qui parle des grands hommes, de leur place et de leur rôle dans la marche de l'histoire. Ce n'est ni une biographie,
ni une hagiographie. La place des grands hommes dans la destinée des peuples et des nations, surtout des nations africaines, et traiter ceci comme un objet de relations internationales. Ainsi, parler d'Edem Kodjo comme un Africain entre deux siècles permettait de montrer le rôle multiforme que cet illustre Africain a joué dans les grands événements de l'Afrique à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Le troisième et dernier ouvrage, Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines, insiste sur l'importance des discours dans la construction politique de l'Afrique contemporaine. J'ai choisi ce discours à dessein, ce discours fondateur du président français à Ouagadougou, comme prétexte, tout en le mettant en contexte et en analysant de manière rétrospective et prospective pour en faire ressortir la portée et les limites. Il était question pour moi de montrer l'importance des discours dans l'histoire des peuples, comme je l'ai dit plus haut. En ce qui concerne l'Afrique, qui ne se souvient du discours de Sékou Touré face à De Gaulle, à Conakry à l'époque, avant les indépendances? Qui ne se souvient du discours de François Mitterrand à La Baule, ou celui de Barack Obama à Accra? Ou alors, va-t-on dire simplement, comme le dit Jeune Afrique à l'époque, lorsque Macron a prononcé son discours qu'il pensait fondateur à Ouagadougou, Jeune Afrique s'est écrié en titrant « Parole, parole, parole ». Ça veut dire qu'en fait, tu fais que parler, il n'y aura rien. Que non. Mes ouvrages, comme mes autres écrits, ne sont et ne seront jamais comme ceux d'un universitaire pur sucre, comme nos collègues agrégés, qui baignent uniquement, et même d'autres d'ailleurs, qui connaissent bien la théorie, théorisent les faits et les événements en tant que... Mes ouvrages sont imprégnés de ma double expérience, et cela a été dit. Et j'ai beaucoup apprécié que mes collègues m'aient bien lu, sont allés fouiller dans ma vie, c'est très bien. Donc, mes ouvrages sont imprégnés de ma double expérience d'universitaire, expert des relations internationales, niveau stratégique et décisionnel, sur les sujets qui sont importants à mes enseignements. Je me dis que quand j'enseigne une question, je vais un peu pratiquer. Donc, je connais les deux côtés de la chose, et je peux en parler avec une certaine différence de celui qui n'a jamais pratiqué ces choses. Ce que je veux dire, que je me fasse bien comprendre. Je suis donc un universitaire praticien souhaitant dépasser dans ses recherches les idéologies et les théories qui ne nous permettent pas toujours de bien lire la réalité complexe de l'Afrique, telle qu'elle est et telle qu'elle va. Pour illustrer ceci, je peux dire que mon livre sur le développement, brossant un tableau bibliographique pour faire le point sur la question, emprunte plutôt aux approches anglo-saxonnes qui permettent de faire un état des lieux sur une longue période en reprenant les débats qui ont eu cours durant les 6 dernières décennies. Alors que le livre sur Edem Kodjo part d'une intuition sur un personnage que j'ai connu pendant une trentaine d'années, d'abord comme professeur d'économie de développement en 3e cycle à la Sorbonne à Paris, avant de devenir son proche collaborateur, puis son ami, puis son jeune frère, jusqu'à sa mort il y a exactement 1 an. Il est mort en avril 2020. J'ai choisi d'aborder ce personnage dans toute sa complexité et en toute liberté, dans le cadre d'un ouvrage collectif que j'ai coordonné et auquel j'ai associé d'autres éminents collègues, parmi lesquels le professeur Ponti qui a parlé tout à l'heure et le professeur Koufan de l'Université de Yaoundé 1. Et j'ai associé, parce que Edem Kodjo aimait beaucoup parler aux jeunes, ça a été dit ici, je me suis dit qu'il serait très content de voir que j'ai associé les jeunes à ce travail. Et d'ailleurs, j'étais très heureux de savoir qu'il a lu le livre avant de mourir, parce qu'il savait que j'allais faire le livre, comme on est toujours en contact, je le lui ai envoyé. L'idée était de le faire venir au Cameroun après ce livre pour le lui remettre et demander peut-être au Cameroun de lui attribuer un doctorat honoris causa. Mais il est mort bien avant, parce que je considérais qu'il le méritait bien. Pour ce qu'on dit, moi, on en avait souvent parlé ici. Donc j'ai associé un groupe de jeunes qui étaient en master 2 de relations internationales IRMIC et en études doctorales à l'époque. Ces jeunes ont tous terminé leurs études, comme on les a vus là, ils sont plus ici. Et certains sont même devenus docteurs, d'autres écrivains, ce qui veut dire que ça a quand même germé, cette plante que l'on a essayé de donner l'envie de faire ces choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a parmi eux qui vont devenir enseignants, vont devenir écrivains, et ça veut dire que notre travail n'a pas été vain. 3 parmi ces jeunes se sont exprimés tout à l'heure.
C'est vrai qu'ils n'ont pas le sens de la synthèse, mais ils apprendront progressivement. Ils ont parlé au nom de tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Il s'agissait donc de porter un regard scientifique sur le parcours d'un grand Africain, la génération de Del Kodjo, qui a transité par la nôtre vers la jeune génération, symbolisée par ces co-auteurs que j'ai voulu mettre en vedette aujourd'hui. Nous avons voulu transmettre aussi le modèle d'une trajectoire d'excellence à travers une démarche scientifiquement menée. Au fond, la finalité de notre démarche était de mettre en relief des figures, des modèles de réussite africaine pour nos jeunes en quête de repères et de sens. Comme je l'avais déjà annoncé lors de l'apparition de cet ouvrage, ce livre est le premier d'une série que je compte consacrer aux grandes figures africaines ayant marqué l'Afrique et le monde au cours de ces dernières décennies et pouvant servir de modèle en raison des traces et des marques laissées par eux ou par elles dans l'histoire du continent et au-delà. Le livre sur Emmanuel Macron, pour sa part, avait d'abord pris la forme d'une conférence faite ici, ça a été rappelé, un mois après le discours de Ouagadougou. Ce discours m'avait interpellé. Enfin, pour clore mon propos, je voudrais partager avec vous le pourquoi de ces trois ouvrages. Celui sur le développement est d'abord le prolongement de mes réflexions sur ces questions. Depuis ma thèse, il y a bien longtemps, et de mon cours que je fis pendant de nombreuses années, un cours sur politique et développement, que je fis pendant de nombreuses années en ESS à l'Université catholique d'Afrique centrale, quand je venais de rentrer au Cameroun, et de mes cours que je donne ici en matière de coopération au développement depuis quelques années. Maintes fois, je me suis senti intrigué par les raisons que je sentais incomplètes, mais qui étaient utilisées pour justifier les retards de l'Afrique en matière de développement. On parlait de dépendance, on parlait de dette, on parlait d'aide, de corruption. C'est ainsi que j'ai pensé faire ce livre pour pallier un manque évident et facilement identifiable dans les études africaines sur le développement. La prise en compte de l'afro-pessimisme comme étant l'une des raisons fondamentales, voire essentielles du sous-développement ou du non-développement de l'Afrique, surtout francophone. L'afro-pessimisme et son pendant, la France-Afrique. Pour illustrer mon propos sur les débats qui ont eu cours sur le développement depuis près de 50 ans, j'ai mis l'accent sur une abondante recension bibliographique. Dans mon ouvrage, il y a près de 30 pages de bibliographie, des annexes fournies et illustrées. J'ai choisi de faire relire mon manuscrit par des grands professeurs qui connaissent bien ces questions, parmi lesquels le professeur Kondi, le professeur John Mouelet, qui normalement devait être là aujourd'hui, qui m'avait dit à l'époque, mon fils, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ouvrage que je relis pour quelqu'un et qui n'a pas une seule faute en français. J'ai trouvé ça vraiment, venant d'un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui est un agrégé de lettres, j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir me donner, parce que je pensais que j'avais besoin de sa caution pour écrire un ouvrage sur les questions de développement, lui-même ayant fait beaucoup d'ouvrages que j'ai lus à l'époque. Jalon 1, Jalon 2, Jalon 3 et d'autres ouvrages. On le connaît comme philosophe, mais on ne sait pas qu'il a été aussi un grand penseur de développement au même titre que beaucoup de gens de sa génération. En effet, pendant des années, on a semblé minimiser l'influence, voire l'impact de l'afro-pessimisme sur le destin de l'Afrique. Il faut se dire, mesdames et messieurs, que comme on te regarde, on te traite. Si on te trouve riche, on te respecte. Si on te trouve pauvre, je me souviens quand on était jeune étudiant en Europe, Yannick Noah avait gagné Roland Garros et il s'est retrouvé un jour dans le métro avec son jean et sa boucle d'oreille. Et il a dit non, je suis le pape. C'est pour lui dire parce que dans l'esprit des gens, le regard qu'on a sur vous, tel qu'on vous perçoit, on vous traite. Si vous venez en costume 3 pièces, on vous prendra pour une grande personne. Mais si vous venez à Lyon, on vous prendra pour un pauvre, alors que la vie ne fait pas le moine. Donc c'est très important en matière de développement de rappeler que cette perception de l'Afrique, Afrique pauvre, Afrique malade, Afrique humiliée, Afrique, tous ces mots, tous ces livres qu'on écrit sur l'Afrique, on finit par donner l'impression que nous, on ne peut trouver de solution chez nous qu'en termes de remède, d'accompagnement, d'assistance. Donc c'est ça que je veux dire clairement pour montrer que l'impact n'a pas été assez vu par rapport à cela. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les derniers ouvrages publiés par Antoine Glaser et Stephen Smith, journalistes français, de ces questions-là, notamment le dernier ouvrage que je suis en train de lire, assez intéressant, de Antoine Glaser sur le piège africain de Macron, qui est paru ces jours-ci en France et qui vient corroborer, voire accentuer mes hypothèses de départ sur Macron et l'Afrique. Tout
ceci confirme, comme je le pensais déjà, que l'afro-pessimisme a été de tout temps instrumentalisé par nos partenaires internationaux comme un alibi pour soumettre l'Afrique ou la garder dans la dépendance. C'est l'Occident, c'est ailleurs que l'on nous dit ce que nous valons, qui nous sommes, où nous allons, où en sommes-nous. Je prends un exemple très simple qui est assez amusant, c'est que il fut un temps, on était dans l'afro-pessimisme, on est passé à l'afro-réalisme, l'afro-optimisme, aujourd'hui on va vers l'afro-renaissance. C'est les mêmes qui ont dit que l'Afrique était marginalisée dans les années 90, qui aujourd'hui disent que l'Afrique, qu'on est dans le temps de l'Afrique, et que dans bientôt, ce siècle sera africain comme le siècle chinois. Donc ça veut dire que, allez donc comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un siècle, un continent qui était maudit hier, devienne un continent d'avenir. En fait, c'est toute la problématique que nous essayons d'analyser dans nos ouvrages sur l'ambiguïté de la relation entre la France et l'Afrique. Pour l'ouvrage de Macron, président Macron, j'ai été étonné par une phrase qu'il a utilisée: il n'y a plus de politique africaine de la France. Il avait aussi dit, lors de ce discours, qu'il serait aux côtés de la jeunesse africaine dans tous ses combats pour le changement. On l'a dit ici, pour parler de mes ouvrages, les événements politiques survenus en Afrique depuis lors semblent plutôt démontrer tout le contraire de ce qu'il a promis à Ouagadougou. Et je suis, comme l'a démontré notre collègue Bachom tout à l'heure, typiquement africaine, et d'inscrire dans l'agenda mondial l'idée que l'Afrique a aussi un point de vue à donner sur les questions internationales d'intérêt commun. C'est un peu ça la vocation de l'élite aussi où nous sommes. C'est dans cet esprit que s'inscrivent, mesdames et messieurs, mes travaux passés, mes travaux présents et mes travaux à venir. Je vous remercie. J'ai essayé d'expliquer dans mon propos que ces ouvrages font partie d'une stratégie éditoriale bien pensée, c'est-à-dire qu'il y a un ouvrage sur les idéologies, sur les idées, c'est celui sur le développement, donc c'est sur le développement en profondeur. Il y a un ouvrage sur les discours, parce que les discours ont imprégné notre continent depuis l'indépendance, il y a beaucoup de discours, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup d'influence sur la marche des relations, la construction de la nation. J'ai parlé du troisième ouvrage qui lui parle d'un homme, parce que je pense que les hommes ont un rôle particulier à jouer dans la marche des peuples. Et un homme peut être comme Hitler, agressé. Très simplement dire que ce sont des questions qui nous intéressent. Travailler sur les hommes, travailler sur les discours, travailler sur les idées. Les collègues l'ont assez bien dit, qui ont parlé avant moi, ça permet aussi d'ouvrir d'autres champs dans notre travail de relations internationales qui sont des champs nouveaux pour nous. Parce que souvent, c'est les autres qui nous disent qui nous sommes, comment nous sommes. Il est important que nous aussi, on puisse dire ce que nous pensons des nôtres, et ce qu'ils sont vraiment, et quelle est la place qu'ils ont dans notre panthéon personnel. Voilà.